Bien, eh bien, bonsoir. J'ai le grand plaisir d'accueillir au nom de la faculté Jean-Luc Gaffard, qui est un ami, on ne va pas dire quoi, de quelques années, mais il y en a beaucoup. Nous étions connus à Strasbourg et déjà il travaillait sur les problèmes de croissance, d'innovation, puisque c'était une des spécialités de Strasbourg, et de progrès techniques, oui. Par la suite, il est devenu professeur à Besançon, puis professeur à l'université de Nice, où il cumule en fait beaucoup de choses. Donc non seulement il est professeur à l'université, mais il est également professeur à Schema Business School, qui est une de ces grandes écoles, enfin qui parfois se disent grandes. Hein. Et puis surtout, il est directeur du département qui s'appelle Innovation et concurrence de l'OFCE, c'est-à-dire l'Observatoire français des conjonctures économiques. Alors je ne vais pas dérouler toute la carrière de Jean-Luc Gaffard. Je vais retenir une chose, c'est que c'est un des anciens présidents de la très chic Schumpeter Society. Et ceci nous intéresse puisque, comme on va sans doute parler de progrès techniques, d'innovation dans le cadre du redressement productif, Schumpeter, on le sait, est la référence incontournable. Alors, quand on parle de Schumpeter et de l'innovation, on pense à deux choses. On pense évidemment à l'aspect offre, hein, dynamique de l'offre, puisque l'investisseur schumpeterien, l'entrepreneur schumpeterien est censé être le moteur de la croissance. Donc on se dit, voilà, on est du côté de l'économie réelle. Du côté de l'économie réelle, sauf que Schumpeter considérait que les banques, la finance, étaient un élément indispensable quand même à la croissance. Alors je le dis d'abord parce que bon, nous avons ici une spécialité monnaie et finance, puis je le dis aussi parce que sans doute Jean-Luc va aborder cette question des rapports entre la croissance, l'investissement et la finance. Et puis, deuxièmement, lorsqu'on parle de Schumpeter, donc on se situe un peu du côté de l'offre, quoi. La croissance induite par les évolutions de la fonction d'offre. Sauf que il se trouve que Jean-Luc Gaffard, et ça n'est pas évidemment une critique, est aussi un keynésien. Donc il va avoir à concilier ce problème des rapports entre la dynamique de l'offre et puis les éventuels déficits de la demande. En bon keynésien, il faut dire d'ailleurs que l'OFCE est connu comme étant un institut d'analyse, de recherche, d'études keynésien. Donc je le laisse à ces éventuelles virtuelles contradictions et je lui passe tout de suite la parole. Merci beaucoup Jean-Paul. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît. Je voudrais simplement dire que j'ai toujours été toute ma carrière intéressé par les problèmes de croissance, des problèmes macroéconomiques de croissance. Et si je me suis intéressé à l'économie industrielle et à la finance, c'est parce qu'un jour, à la fin, je crois, des années 70, j'ai rencontré Jean-Paul Paulin, qui déjà me disait qu'il fallait lire tel ou tel livre, notamment en économie industrielle, même si j'en ai oublié le titre et le nom aujourd'hui. Mais bon. Et donc, ma présence n'est pas totalement fortuite.
Donc je vais essayer de vous parler aujourd'hui du redressement productif. Alors, le titre, évidemment, vous voyez d'où il vient, hein, c'est-à-dire que nous avons maintenant un ministère du redressement productif qui est censé mettre en place des stratégies qui répondent aux problèmes du moment. Alors je voudrais tout d'abord, et ce sera la seule utilisation d'ailleurs que je ferai en réalité de cette présentation PowerPoint, parce que sinon je crois que Jean-Paul ne va pas rester. Et donc, non, mais simplement vous mentionner un certain nombre d'éléments de faits à travers des graphiques que j'ai repris soit de l'OFCE, soit de Natixis, de manière à indiquer quelle était la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui de manière globale les entreprises de ce pays et qu'il ne faut évidemment pas négliger, même si l'interprétation que l'on doit en donner est plus complexe que certains l'imaginent. Donc la première chose qu'il faut observer, c'est qu'on a une chute des taux de marge qui est très significative pour l'ensemble des entreprises de ce pays, en moyenne évidemment. La deuxième chose qui est très importante, c'est l'évolution de ce qu'on appelle les coûts salariaux unitaires, c'est-à-dire les coûts salariaux rapportés à la productivité. Et vous pouvez constater qu'il n'y a pas une évolution très significative en France, mais par contre, il y a une chute significative en Allemagne. Et en même temps, il y a une chute relativement récente en Espagne, ce qui veut dire que l'économie française se trouve pris dans un étau aujourd'hui en termes de compétitivité entre l'Allemagne, dont il faut quand même conserver l'idée que sa compétitivité est d'abord une compétitivité hors prix, et l'Espagne qui nous concurrence directement en baissant en fait le coût du travail, et en fait, comme vous le savez, en baissant même les salaires. Donc c'est une deuxième réalité qui est une réalité assez inquiétante. Ceci va de pair avec une évolution des parts à l'exportation qui également nous montre dans quel étau on se trouve, puisque la France voit ses parts diminuer, ce qui après tout est assez logique avec la mondialisation de l'économie, sauf que vous apercevez que ce n'est pas le cas de l'Allemagne, chacun le sait, et puis que l'Espagne est en train, pour la même raison que celle indiquée il y a un instant, de regagner des parts de marché, et elle le fait très vraisemblablement au détriment des entreprises françaises pour une large partie. Vous savez par exemple que quand on ferme une usine d'automobile en France, on en ouvre une, ou en tout cas on s'abstient de fermer une en Espagne, s'agissant de la même entreprise. Et donc la situation là aussi, enfin ce graphique indique la situation dans laquelle on se trouve. Bon, ça c'est les taux de marge sectoriels qui montrent que c'est dans l'industrie que ça se passe le plus mal. Je vais en terminer en faisant valoir d'une part une comparaison France-Allemagne dans l'évolution du coût salarial unitaire. Donc ça, c'est la source est Natixis. Donc vous voyez que notre situation s'aggrave, hormis la situation 2008, 2009, 10. Et ce qui est également important, c'est de regarder le rapport qui existe entre l'évolution du coût salarial et le prix de la valeur ajoutée. Et donc la différence, c'est que vous avez ici les graphiques qui concernent l'Allemagne, qui montrent que le prix de la valeur ajoutée continue d'augmenter, en tout cas est assez stable et a un peu augmenté. Et si vous prenez le cas de la France, vous avez une situation radicalement opposée, qui veut dire une chose très simple, hein, qui veut dire simplement que globalement, l'industrie française, le secteur manufacturier en France, puisqu'il s'agit de graphiques qui portent sur le secteur manufacturier, est directement concurrencé en prix. C'est ça que ça veut dire. Et donc, il n'y a pas la possibilité de reporter les augmentations de coûts sur les augmentations de prix parce qu'on a des concurrents sur ce simple terrain des prix. Donc, c'est tout ceci que je voudrais commenter. Alors, j'ai des planches, mais peut-être que je ne vais pas les utiliser. C'est une discussion qu'on a eue avec Jean-Paul tout à l'heure. Il m'a expliqué que le cerveau ne pouvait pas simultanément lire et écouter. Donc, je préfère que vous écoutiez plutôt que vous lisiez ce que je vais vous raconter. Et donc, on va essayer de faire ça vraiment à l'ancienne. Ce qui après tout est de mon âge. Ce que je voudrais dire au début, c'est que bon, les entreprises françaises sont donc aujourd'hui confrontées à un problème dans leur globalité, bien entendu. Hein. Elles sont confrontées à la fois à une hausse relative du coût unitaire du travail, à une baisse relative du prix de la valeur ajoutée, à un effondrement des taux de marge et à des pertes à l'exportation. Et donc, en fait, si elles sont aujourd'hui fortement concurrencées en prix, c'est parce que, tout simplement,
elles ont omis, si je puis dire, ou en tout cas elles n'ont pas été en position d'innover et d'investir suffisamment dans le passé. Et donc d'avoir ce qu'un pays avancé doit systématiquement avoir, c'est-à-dire la possibilité d'être compétitif hors prix et hors coût. Et donc il y a une perte de substance qui est manifeste et qui place les entreprises dans une situation un peu délicate, parce qu'au fond, il faudrait qu'aujourd'hui elles investissent, mais elles n'ont pas les moyens d'investir, faute d'avoir un taux de marge suffisant. Alors j'entends bien que la question du taux de marge n'est pas la seule en cause, et que évidemment, c'est pas parce que vous avez un taux de marge élevé que vous allez investir si la demande n'est pas au rendez-vous, et nous savons pertinemment que la demande est pour le moins atone au niveau européen et qu'il ne suffirait pas d'avoir une augmentation des taux de marge. Il reste néanmoins qu'on ne peut pas s'abstraire du fait que l'industrie française, le secteur manufacturier, est confronté à un problème de concurrence en prix, un problème de taux de marge, et que ceci le met en difficulté pour passer au stade suivant, qui serait de se remettre à investir, de se remettre à innover, d'être compétitif hors prix. Et donc c'est une forme de dilemme auquel est confronté le secteur manufacturier français. Et ce dilemme, en principe, il se couple avec un dilemme de politique économique que l'on vit en quelque sorte tous les jours. C'est-à-dire, que doivent faire les pouvoirs publics face à cette situation? Première possibilité, eh bien, on va essayer d'améliorer la compétitivité prix des entreprises, pensant par là même à améliorer la soi-disant compétitivité du pays, et donc en particulier en diminuant les charges sociales, et pourquoi pas derrière essayer de faire en sorte que les salaires diminuent. Sauf que le risque est tout à fait considérable, et ça c'est ma partie keynésienne, c'est-à-dire que tout ceci risque d'avoir comme conséquence une destruction créatrice de la demande, une destruction, pardon, dévastatrice de la demande. Et donc, il y a un véritable problème à poursuivre ce type de stratégie, qui malheureusement est la stratégie qui prévaut aujourd'hui à l'échelle européenne, compte tenu du mode de construction de l'union économique et monétaire. L'alternative, c'est de penser qu'il faut maintenir le niveau de protection sociale, et donc de maintenir, au fond, d'avoir un statu quo en matière d'organisation de notre société, sauf que ceci risque d'être un obstacle définitif pour les entreprises dans leur capacité d'innover, dans leur capacité d'investir. Donc il y a un réel dilemme de politique économique, et mon propos ici, c'est au fond d'essayer de vous montrer que c'est un faux dilemme si on prend les problèmes par le bout par lequel on doit les prendre. Alors, je voudrais ici mentionner quelques instants ce qu'est le consensus actuel en matière de politique économique. Le consensus actuel de politique économique a semblé être un peu remis en cause dans les années 2009-2010, mais qui est revenu sur le devant de la scène, notamment dans le cadre européen. C'est qu'au fond, on va résoudre tous ces problèmes, d'une part en appliquant des règles strictes en matière monétaire et budgétaire, et vous le savez, ça veut dire qu'il faut rechercher un rééquilibre rapide des comptes publics d'un côté, et que d'autre part, il faut maintenir une politique monétaire qui est, elle, simplement rivée à maintenir un taux d'inflation bas, ce qui d'ailleurs me semble toujours très curieux, parce que si vous regardez les chiffres, nous avons finalement jugulé l'inflation depuis en gros un quart de siècle. Et donc, quand j'entends dire qu'il va y avoir des risques inflationnistes, je trouve ça un peu curieux. Et quand je trouve que dans les manuels, qui restent les manuels dominants, on fait de la macroéconomie de base en nous parlant de l'inflation plutôt que du chômage, je me dis que quand même c'est un peu daté. Ça fait 25 ans qu'il n'y a plus d'inflation dans nos pays, même un peu plus. Donc, le consensus, c'est ça. C'est d'une part, il y a une espèce de neutralité monétaire et budgétaire que l'on veut à tout prix obtenir. Et puis de l'autre côté, on va faire des réformes structurelles, c'est le mot à la mode, et les réformes structurelles, comme vous savez, ça veut dire rétablir ou établir une parfaite flexibilité des marchés, et évidemment au premier rang de ces marchés, le marché du travail. Et on pense que les réformes structurelles vont permettre d'assurer la croissance économique à elle seule, pourvu que l'État reste neutre et ne se mêle pas de perturber l'évolution de l'économie. Et donc, au fond, le problème que j'ai posé là, que j'ai posé précédemment, il trouve sa solution dans ce consensus. C'est-à-dire qu'on vous dit, si vous avez des problèmes de chômage, des problèmes de défaut de compétitivité dans un certain nombre de pays,
eh bien, c'est parce que vous n'avez pas des marchés qui fonctionnent correctement, vous n'avez pas fait les réformes structurelles, les marchés sont beaucoup trop éloignés de l'idéal de concurrence parfaite. Donc, circuler, il n'y a rien à voir, bornez-vous à faire des réformes structurelles, et en plus, il y a une idée assez particulière de subsidiarité, c'est-à-dire que les réformes structurelles, c'est une affaire de chaque pays, sans que les faire ou ne les pas faire ait une influence sur les autres pays. Donc, l'Allemagne sera complètement immunisée de ce qui pourrait advenir des réformes structurelles, qu'elles existent ou pas en France. Donc il y a un niveau européen dans lequel on va décider de ce qui arrive à la monnaie, au budget, et puis il y a des niveaux infra-européens, nationaux, dans lesquels on décide de ce qui va arriver au fonctionnement des marchés sans que ceci ait une influence sur la conjoncture globale et sur l'évolution globale. Ce consensus, d'un point de vue de simplement, je dirais, d'analyse économique, il véhicule une vision qui est extrêmement réductrice du fonctionnement des économies de marché. Je voudrais simplement souligner que dans ce monde-là, dans ce monde auquel le consensus s'applique, les entreprises ne font que réagir à des signaux de prix. Que ce soit les signaux de prix sur un marché, sur le marché des biens, ou que ce soit un signal de prix sur le marché du travail. Donc ce ne sont pas de véritables entreprises au sens de Schumpeter, hein. Ce sont des producteurs qui sont des automates qui réagissent à des signaux de prix qui sont communiqués par le marché, pourvu évidemment que le marché soit un marché quasiment parfait dans lequel il n'y ait aucune forme de pouvoir et d'intervention. Donc c'est une hypothèse un petit peu particulière, c'est le moins qu'on puisse dire, et en fait, évidemment, ceux parmi vous qui ont fait des études d'économie, qui on a expliqué que tout ça correspondait à un équilibre général des marchés dans lequel il y avait un secrétaire de marché, il y a aujourd'hui un secrétaire de marché. Le secrétaire de marché, ce sont les marchés financiers, réputés efficients, et dont l'action consiste à discipliner les gouvernements, d'un côté, donc à leur imposer de réduire leurs dettes, et à discipliner les entreprises en leur imposant des choix qui maximisent la valeur actionnariale, la valeur des actions. Et donc ce monde est un monde parfait, sauf que, évidemment, non seulement les marchés de biens ne fonctionnent pas, comme je viens de le dire, mais évidemment les marchés financiers ne sont pas efficients. La réalité est complètement différente. Les marchés sont en fait imparfaits, et moi je vais essayer de vous convaincre que l'imperfection des marchés, c'est ce qui leur permet de bien fonctionner. J'entends les marchés de biens et de services. Un marché parfait, ça n'existe pas. Une transparence parfaite, ça n'existe pas. Et les imperfections de marché, c'est-à-dire des formes d'entente, de collusion sur les marchés, ce sont des choses qui sont absolument nécessaires au bon fonctionnement des marchés, quand l'enjeu est véritablement l'innovation. Par ailleurs, personne ne peut imaginer qu'il peut y avoir une neutralité des politiques macroéconomiques telles qu'on l'envisage à travers les règles monétaires et budgétaires, parce que même l'application de ces règles ne peut en aucun cas rendre la situation neutre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il ne peut pas y avoir de neutralité du gouvernement lorsque les économies privées, on va les appeler comme ça, ne sont pas à l'équilibre. C'est-à-dire lorsqu'il y a des distorsions, des déséquilibres, des excès d'offres, de demandes. On voit mal comment l'intervention publique pourrait être neutre. Elle ne l'est jamais. Et vous avez appris au tout début des études de macroéconomie qu'un budget équilibré n'était pas neutre. C'est-à-dire lorsque vous avez une diminution des recettes parce que l'activité diminue, si vous diminuez les dépenses, eh bien, ceci va aggraver la chute du revenu et ça ne permettra même pas de retrouver l'équilibre du budget. Et très franchement, c'est ce que nous sommes en train de vivre à travers les politiques d'austérité qui sont censées rétablir la croissance et qui, en réalité, ne font qu'aggraver les déficits publics petit à petit et de plomber un peu plus la croissance. Alors, ceci étant, ça ne veut pas dire, et c'est là que je me sépare de la vulgate keynésienne, qu'on va se sortir de tout ça en mettant un terme à l'austérité budgétaire et en pratiquant des politiques de relance par la demande, parce qu'effectivement, il y a des problèmes d'offres. Ces problèmes d'offres, ils sont importants. On a vu que dans le cas français, ils étaient même assez décisifs, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on va résoudre notre problème en convainquant les Allemands de se mettre à dépenser beaucoup et acheter des biens fabriqués par les entreprises françaises qui leur permettraient de faire usage de leur capacité de production actuelle. Donc il y a bel et bien un problème d'offres. Et c'est ce problème qu'il faut maintenant aborder et qui fait un peu le cœur de mon intervention.
La question à laquelle on va essayer de répondre, c'est qu'est-ce qui fait la compétitivité des entreprises, qu'est-ce qui fait que les entreprises sont capables de croître. Il est clair que ce qui permet aux entreprises d'être compétitives, de croître, c'est d'innover. Et donc la seule stratégie, c'est effectivement la stratégie d'innovation. C'est bien ce qu'on nous dit quand on nous explique qu'il faudra être compétitif hors prix, qu'il va falloir échapper au fait d'être trop concurrencé en prix. Il faut donc innover, il faut investir. Sauf que c'est pas facile d'innover et d'investir. Et c'est pas facile parce que, non seulement parce qu'il faut de l'argent pour investir, et que donc on retombe sur la question de la faiblesse des taux de marge, mais c'est pas ça qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que quand on innove, quand une entreprise décide d'innover, cela va lui coûter avant de lui rapporter. C'est-à-dire que les coûts arrivent avant les recettes. Tout simplement parce que les coûts de renouvellement, les coûts de recherche-développement, de mise en œuvre d'une nouvelle capacité de production sont généralement plus élevés que les coûts d'un simple renouvellement de la capacité existante. Alors c'est vrai de toute innovation technologique, mais c'est vrai également d'une entreprise qui va innover en essayant d'explorer de nouveaux marchés. Explorer des nouveaux marchés, ça veut dire effectuer des dépenses, supporter des coûts qui sont les coûts lui permettant de connaître ces nouveaux marchés, d'explorer ces nouveaux marchés. Et là, je me plais à rappeler que l'innovation au sens de Schumpeter, c'est beaucoup de choses. L'innovation, c'est un nouveau produit, une nouvelle technologie, mais c'est aussi explorer un nouveau marché, c'est aussi faire usage d'une nouvelle source de matières premières, c'est aussi faire face à une modification de l'organisation industrielle. Et donc ça veut dire que la technologie dans cette affaire, ce n'est pas vraiment ce qui compte. Ce qui compte, c'est que toute innovation crée une rupture de l'équilibre existant ou du quasi-équilibre existant. Et pour une entreprise, ça veut dire que l'équilibre entre ses recettes et ses coûts est perturbé, et il est perturbé par le fait qu'on va devoir supporter des coûts plus élevés dans l'immédiat. Et donc on va avoir un problème de gestion qui est un problème manifeste. Alors, cette idée générale qui consiste à dire il faut prendre en considération la dimension du temps, parce que évidemment, si on s'engage, c'est bien parce que demain, en ayant supporté ces coûts, on va pouvoir obtenir les gains de productivité attendus et être de nouveau plus compétitif que ceux qui n'auront pas innové. Mais il faut savoir franchir cette étape, il faut pouvoir avoir cette capacité de surmonter en fait ce qui est temporairement une chute de compétitivité, qui va d'ailleurs généralement se traduire non pas par des baisses de prix, parce que les entreprises ne vont pas forcément baisser les prix, mais plutôt par des baisses de taux de marge et le cas échéant par des difficultés accrues d'accès aux moyens de financement externe. Donc oui, il faut innover, mais attention, il y a une difficulté à innover, et donc il y a des stratégies à mettre en place sur lesquelles je vais parler ensuite, qui sont absolument nécessaires. Alors dans ce contexte, qui est un contexte où l'innovation crée des difficultés, il va de soi que on ne peut pas se permettre de ne pas être compétitif en termes de prix, lorsque l'on est dans une situation comme le sont les entreprises françaises aujourd'hui. Et donc on ne peut pas ignorer qu'il y a effectivement un problème de coût du travail et qu'il y a un problème d'abaissement, au moins temporaire, des coûts du travail. Ça n'est certainement pas la solution, c'est-à-dire rechercher simplement une compétitivité prix en baissant ses coûts de production immédiatement. Ça ne peut pas être une solution à moyen et long terme, mais c'est une solution à court terme. Je mentionnerai simplement un petit exemple là. Vous savez sans doute qu'on a quelques problèmes dans le domaine de l'agroalimentaire, de ces entreprises qui produisent des poulets avec du maïs importé du Brésil pour revendre ces poulets congelés au même Brésil grâce aux subventions de l'Union européenne. C'est quand même la stratégie qu'ont mis en place ces entreprises. Et vous savez sans doute aussi peut-être que l'agroalimentaire est un domaine dans lequel l'Allemagne est devenue très compétitive. Et les entreprises allemandes nous prennent des parts de marché. Et à l'évidence, c'est parce que c'est un domaine dans lequel ils ont effectivement bénéficié de baisses des coûts salariaux très importants, de baisses très importantes de leurs coûts salariaux. Sauf que, quand on regarde ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a bien eu deux phases. Une première phase au cours de laquelle on a joué sur une baisse des coûts salariaux et donc sur une baisse des prix, et puis une deuxième phase dans laquelle on a massivement investi pour moderniser et robotiser la production agroalimentaire. Et donc,
dans ce domaine-là, comme dans quelques autres, sauf pour ce qui est des réformes du marché du travail, l'Allemagne peut être un exemple. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est bien de résoudre des problèmes à court terme, d'être compétitif en prix, de maintenir des taux de marge, de les augmenter le cas échéant. Mais il faut que ce qui est ainsi dégagé permette de passer à la deuxième phase et d'effectivement innover et de couvrir les coûts associés à l'innovation. Donc, bien sûr, il y a un problème de compétitivité prix, bien sûr, il y a un problème de coût du travail, bien sûr, il faut s'en préoccuper, y compris, je le dirai tout à l'heure, avec des mesures fiscales adaptées, mais ça n'est pas une solution. La vraie solution, c'est de revenir sur le problème de l'innovation et de savoir comment on est capable d'innover. Alors, comment est-ce qu'on est capable d'innover? C'est un problème, en fait, qui est un problème avant tout d'organisation, qui va mettre en jeu non pas une entreprise toute seule, mais la façon dont les entreprises coexistent entre elles sur leur marché, et qui va mettre en jeu les relations avec le marché du travail et les relations avec les conditions de financement, les marchés financiers et le système bancaire. Donc on ne peut pas avoir d'autre vision qu'une vision qui a un caractère systémique, et non pas simplement une vision d'entreprise consistant à dire il faut que l'entreprise baisse ses prix ou simplement ait des incitations à innover correctes. Alors pourquoi ça? Pourquoi? Parce que innover, c'est investir. Investir, c'est prendre des décisions qui mettront du temps à se concrétiser. C'est-à-dire qu'entre le moment où on décide d'investir et le moment où la qualité qui a été créée permet de proposer une offre sur le marché, il s'écoule un certain temps. Et ce temps, il se mesure plutôt en années qu'en mois ou en semaines. Il faut savoir que entre le moment où vous synthétisez une molécule et le moment où vous mettez un médicament sur le marché, en moyenne, aujourd'hui, on évalue à 8-9 ans le délai. Et donc, le délai de construction d'une capacité de production, c'est un délai très long, qui peut être très long. Et les dépenses qui sont effectuées sont irrévocables. C'est-à-dire que l'investissement qui est fait, vous avez fait dans une certaine direction, vous ne pouvez pas vous servir de cette capacité de production à autre chose que ce pourquoi vous avez prévu de le faire. Et c'est vrai évidemment pour des biens d'équipement, mais c'est vrai a fortiori pour des dépenses en salaire pour des ingénieurs qui font de la recherche-développement. À moins que vous pensiez que créer un nouveau système esclavagiste et de revendre vos ingénieurs sur un marché des esclaves, vous ne pourrez jamais récupérer les salaires que vous leur avez versés et qui ont servi à développer un certain type de compétences, un certain type de produits, etc. Or, la même innovation se fait vis-à-vis de marchés que l'on ne connaît pas. Les marchés n'existent pas, les marchés on ne les connaît pas, et donc on a une information totalement incomplète. Donc quand vous couplez l'irréversibilité des dépenses d'investissement et l'incomplétude de l'information de marché, vous êtes face au dilemme propre à toute entreprise qui innove. Alors comment résoudre cette difficulté? On ne peut le résoudre qu'en essayant d'acquérir une connaissance du marché. Et comment est-ce qu'on acquiert une connaissance du marché? D'abord, il faut bien savoir que le marché, ce n'est pas simplement la demande future. C'est aussi la façon dont vos concurrents vont répondre à cette demande. Quelle va être l'attitude des concurrents? Et puis c'est aussi quelle va être l'attitude des investissements effectués par mes fournisseurs. Et donc les relations que je vais avoir avec les entreprises qui sont sous-traitantes. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a deux solutions. La première solution, c'est que vous êtes une entreprise et que vous pensez disposer, à tort ou à raison, d'une information privilégiée. Donc vous avez une information dont vous pensez que les autres ne la détiennent pas. Et donc vous êtes prêt à vous engager parce que vous dites, je vais être le seul à décider de l'investissement, je n'ai qu'à me poser la question à peu près de la taille de la demande, mais les autres, de toute façon, seront hors jeu. Que j'ai raison ou que j'ai tort, je vais m'engager. Au passage, ça veut dire que nous ne sommes pas sur un marché parfait. Nous sommes dans un contexte où il y a une information privilégiée, il y a ce qu'on appelle une asymétrie d'information dans d'autres contextes. Et pour le coup, s'il n'y a pas asymétrie d'information, il n'y a pas innovation. Donc il faut qu'il y ait des formes d'imperfection, là en l'occurrence dans la distribution de l'information, pour qu'il y ait innovation, sinon il n'y a pas innovation. La deuxième possibilité, qui est en fait la plus répandue en réalité, c'est que personne ne pense avoir le privilège d'une information qui lui soit propre, et donc les entreprises vont s'entendre entre elles. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de sécuriser ses propres investissements
en ayant une forme de collusion sur ce que seront les investissements des uns et des autres. Alors comment on fait? Eh bien, on fait en jouant de la législation. Et vous savez que les accords de coopération en recherche-développement sont des accords qui ne font pas l'objet peuvent pas faire l'objet de procès par les autorités de la concurrence. Donc, ils sont tout à fait autorisés. Et ils servent à quoi? Ben moi, j'ai jamais pensé que les accords de coopération en recherche-développement, ils étaient faits pour répondre à des coûts trop élevés de la recherche-développement. Parce que si c'était simplement des coûts trop élevés, ben, je les assume parce que j'attends un revenu lui-même très élevé. Sinon, personne ne le fait, bien entendu. Donc le vrai problème, c'est que je ne suis pas sûr des revenus futurs. Et je ne suis pas sûr des revenus futurs parce que je ne suis pas sûr de ce que sera l'état de la concurrence. Et donc, en fait, des accords de coopération en recherche-développement, outre le fait que ça permet de diffuser de l'information technologique, etc., ça permet aux uns et aux autres d'avoir une idée de ce que seront leurs investissements futurs, leurs investissements de capacité futures. C'est une manière de s'entendre sur le fait de créer ensemble une certaine cohérence, de savoir ce que les autres font. Hein, vous savez que dans la théorie de l'oligopole, on vous dit chaque entreprise sait ce que l'autre va faire. Mais ce n'est pas ça le problème, c'est de savoir comment elle sait ce que l'autre va faire. Et comment elle le sait, c'est par des formes plus ou moins ouvertes de collusion. Et je voudrais mentionner à ce propos le fait qu'aux États-Unis, à la fin des années 80, 1980, un acte législatif a permis d'immuniser du droit normal de la concurrence, non seulement les investissements de R&D, mais des investissements en aval de la R&D. C'est-à-dire qu'on s'est bien aperçu que dans ces chocs très importants, dans cette innovation majeure dans toute une série de secteurs, il était important que les entreprises puissent avoir un minimum de coordination entre elles. Donc le problème, vous voyez, ce n'est pas simplement un problème d'incitation à innover, c'est comment je me coordonne pour avoir une certaine garantie sur les résultats futurs. Ajoutez à cela qu'il n'y a pas que vos concurrents qui comptent, hein, il y a vos fournisseurs. Et donc, quand vous décidez une innovation très importante, par exemple, je ne sais pas, moi, dans le domaine de l'aéronautique, vous allez faire appel à toute une série de sous-traitants qui vont eux-mêmes devoir investir. Et donc, vous devez avoir une garantie, non pas sur un niveau maximum des investissements, comme c'est le cas avec les concurrents, mais sur un niveau minimal des investissements de vos fournisseurs. Et ceci passe par des formes contractuelles de moyen et long terme, sans lesquelles vous n'aurez pas ce type de sécurité et sans lesquelles vous n'investirez pas. Donc vous voyez que la question de l'innovation, c'est une question d'organisation industrielle, beaucoup plus qu'une simple question d'incitation qui serait liée à un rapport entre les prix et les coûts. Le deuxième élément que je voudrais souligner ici, c'est que ce qui est vrai de l'investissement en capital physique, je dirais, l'est tout autant de l'investissement en capital humain. Et donc, la question qui se pose, c'est quelle est la nature des relations qui doivent être entretenues entre les employeurs et les employés. Alors, il ne faut jamais oublier que dans un certain nombre de cas, l'accumulation de capital humain, l'enrichissement des compétences, c'est quelque chose qui résulte de la présence dans l'entreprise. C'est on-the-job training. Hein. Et donc, les entreprises ont intérêt à conserver longtemps chez elles les salariés pour lesquels elles ont fait un effort de formation, de création de compétences. Et donc, nous sommes très loin de l'idée que les marchés du travail devraient être complètement flexibles et réagir à des variations de salaire. Si les entreprises ont une réticence traditionnelle à baisser les salaires, c'est précisément parce qu'elles veulent éviter que les salariés prennent ça comme étant une situation locale, quittent l'entreprise, qui leur ferait perdre toutes les compétences qui ont été acquises par ces salariés. Ceci aussi, c'est parfaitement clair quand vous voyez la façon dont les entreprises allemandes ont joué du chômage partiel dans les années 2008-2010, en disant, bon, j'ai des chutes de demande, mais je veux garder autant que possible mes salariés compétents, et donc je ne les licencie pas, je les mets en chômage partiel, et le rôle de l'État, évidemment, c'est de financer le chômage partiel, et puis quand ça redémarre, je reprends mes individus en totalité, et je n'ai pas perdu le capital humain qui a été accumulé. Donc là aussi, vous voyez, on est loin d'un marché dit parfait, parfaitement flexible, dans lequel c'est la variation du salaire qui régule une offre et une demande de travail. Alors vous pourriez me dire, oui, mais ce n'est pas partout pareil, et aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais précisément, si on regarde l'exemple de la Silicon Valley, c'est tout à fait intéressant. C'est vrai qu'il y a une forte mobilité du travail.
Alors, il y a une forte mobilité du travail parce que là, dans les domaines en particulier qui sont ceux de la Silicon Valley, donc l'électronique, informatique, etc., les entreprises sont très intéressées par capter les compétences acquises dans d'autres entreprises. Et il y a un consensus là-dessus. C'est-à-dire, on dit, donc, de toute façon, la mobilité des travailleurs entre les entreprises de notre secteur, c'est très important parce que c'est ce qui nous permet d'accroître la qualification globale et de nous permettre d'acquérir, de mettre en place des produits véritablement innovants. Mais deux observations. La première, c'est que si les entreprises font ça, c'est que sur le marché des biens, elles sont en situation de concurrence monopolistique. C'est-à-dire qu'elles ne se concurrencent pas en prix, qu'elles ont chacune leur niche propre. Et du coup, donc, le fait de devoir supporter des augmentations de coûts salariaux, parce que ça, ce sera ma deuxième observation, ne leur pose aucun problème. Et puis, effectivement, l'autre chose, c'est qu'il faut bien voir que dans ce système-là, ce qui se passe, c'est que la mobilité du travail, elle va de pair avec une augmentation des salaires. La mobilité du travail vient du fait que chaque entreprise essaye de capter des compétences dans une autre entreprise, et pour capter les compétences, on lui augmente le salaire. D'ailleurs, par parenthèse, ça correspond tout à fait à ce qu'expliquait Schumpeter quand il disait l'innovation, c'est une rupture du flux circulaire, c'est l'entrepreneur qui va décider d'explorer un nouveau champ d'activité, et pour ça, il faut qu'il détourne des ressources de ce qu'il appelait le flux circulaire, que nous on appellerait aujourd'hui l'équipe générale, c'est-à-dire qu'il va leur proposer de les payer davantage à valoir sur le profit futur qu'il va retirer de l'innovation. Donc, vous voyez que l'enjeu, ce n'est pas de diminuer le coût du travail pour diminuer le prix, mais y compris dans des endroits où il y a forte mobilité du travail, où c'est possible, le tout se traduit par une augmentation des salaires et donc la participation des employés au gain de l'innovation. Derrière tout ça, ce qui reste à considérer, c'est que si vous prenez le processus d'innovation comme je viens de vous l'indiquer, eh bien, ce qui se passe, c'est que dans les périodes initiales, en quelque sorte, dans la phase initiale, il y a un problème de ressources financières. Il n'y a pas simplement un problème de ressources humaines, il y a un problème de ressources financières. C'est ce que disait Jean-Paul Paulin tout à l'heure, se référant à Schumpeter. Schumpeter disait « le crédit, c'est le complément nécessaire de l'innovation ». Il disait ça parce qu'il disait l'entrepreneur qui va innover, il va essayer de détourner des ressources, comme je disais un instant, des emplois existants vers de nouveaux emplois. Il va leur proposer des rémunérations en fait plus élevées. Et où est-ce qu'il va trouver ça, puisqu'il ne va pas immédiatement avoir le produit correspondant, il va le trouver en ayant recours aux banques. Chez Schumpeter, il décrit un système bancaire très, très classique. Et on pourrait dire qu'il peut avoir recours aussi au marché financier. Donc la question qui est derrière, c'est que les entreprises ont besoin de cet accès au financement, mais en réalité, ils n'ont pas besoin d'accéder au financement, ils ont besoin surtout de bénéficier d'un engagement financier long. Parce que l'innovation, je le répète, ce n'est pas instantané, ce n'est pas parce que vous avez décidé d'innover que tout de suite vous allez avoir le produit correspondant et que vous allez avoir les recettes correspondantes sur le marché, et donc vous avez besoin d'un engagement long. Alors, on pourra en discuter, hein, c'est un vrai problème. Évidemment, vous imaginez que pour un économiste assez traditionnel, cet engagement long, c'est celui qui vient des banques traditionnelles et pas du marché financier. C'est vrai que quand vous regardez les États-Unis, néanmoins, les marchés financiers ont pu jouer ce rôle à un certain moment. Hein. On a financé des entreprises comme Google et Amazon alors que leurs résultats d'exploitation étaient négatifs. Donc c'est assez compliqué. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'innovation s'il n'y a pas d'engagement financier long. Donc voilà un petit peu tous les requis, en quelque sorte, de l'innovation et qui sont tout ce qui doit être mis en place si on veut le fameux redressement productif, c'est-à-dire si on veut qu'on puisse repartir de l'avant. Alors, dans ce contexte, quelle politique économique peut-on mettre en place? Eh bien, en fait, il n'y a pas une politique. C'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas qu'on va faire une politique industrielle et que cette politique industrielle va consister à cibler les bonnes technologies, les bons secteurs, les bonnes entreprises, avoir des champions nationaux. Ça n'existe plus. Ça a pu exister dans des moments où on connaissait à peu près ce qu'on voulait faire, qu'il y avait en fait une bonne connaissance du marché, ou qu'au contraire, il fallait reconstruire une économie qui avait été dévastée par la guerre. Aujourd'hui, cette politique industrielle n'existe pas parce qu'on ne voit pas pourquoi le gouvernement
seraient mieux informés que des acteurs privés des directions dans lesquelles il faut aller. Donc le problème n'est pas là. Le problème est de savoir quel est le mix de politique économique que l'on doit mettre en place pour soutenir l'innovation. Dans ce mix, il y a de la politique industrielle, il y a de la politique de la concurrence, il y a de la politique de marché du travail, il y a de la politique bancaire, et il y a même de la politique fiscale. Et donc ce sont ces différents éléments que je vais très rapidement passer en revue pour vous dire quel est au fond le système de politique économique qui est cohérent, derrière lequel en réalité se cache la question d'un système de gouvernance globale et d'une cohérence d'un système de gouvernance globale. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait s'interroger sur le rôle respectif des marchés financiers et des banques. Derrière, il y a ce que d'aucuns appellent la variété des capitalismes, qui ne veut pas dire que l'un est supérieur à l'autre, mais qui veut dire qu'il y a des cohérences dans les différents systèmes capitalistes, les différents systèmes de gouvernance. Alors, je vais tout d'abord parler de la politique industrielle. Donc, je vous ai dit, cette politique industrielle, il n'est plus question de dire, et malheureusement on continue à le voir tous les jours, voilà le bon secteur, voilà la bonne technologie, voilà le bon endroit. Si vous avez accepté mon propos sur les formes d'organisation requises pour assurer l'innovation, il faut bien comprendre que le but de la politique industrielle, c'est en fait de stimuler ce mode d'organisation. Ça veut dire conditionner les aides publiques, les aides d'État, à l'existence de mécanismes de coopération entre entreprises. De coopération entre entreprises concurrentes, de coopération entre grandes et petites entreprises, de coopération entre entreprises et laboratoires de recherche. Et donc, s'il y a une initiative dont le principe me paraît tout à fait de bonne aloi, ce sont les pôles de compétitivité. Et ce qu'on appelle les pôles de compétitivité, c'est d'avoir observé que, au fond, les entreprises, effectivement, sont engagées à la fois dans la concurrence et dans la coopération, et que ceci les amène à s'agglomérer, souvent s'agglomérer sur des bases qui sont géographiques, même si ces agglomérations locales ne les empêchent évidemment pas de se projeter vers l'extérieur et d'avoir des activités de sous-traitance, d'outsourcing à l'extérieur. Mais donc, l'enjeu des pôles de compétitivité, c'est de dire: je vais inciter les entreprises à coopérer entre elles. Je leur donne les moyens de coopérer entre elles, parce que je sais que si elles coopèrent entre elles, ça va favoriser, ça va les inciter à effectivement innover, parce que ça va régler pour partie le problème que j'évoquais tout à l'heure de délai de gestation de l'investissement couplé à un délai d'acquisition de l'information de marché. Ce qui est vrai des pôles de compétitivité, historiquement, l'a été d'un certain nombre de grands programmes technologiques. Et y compris aux États-Unis, évidemment. Les grands programmes technologiques sont en fait des programmes publics qui sont souvent liés à des objectifs de défense ou des objectifs de conquête spatiale, mais dont le principal atout pour ce qui nous intéresse, c'est de mettre ensemble un certain nombre d'entreprises qui vont d'abord, bénéficier de moyens financiers et qui, deux, vont acquérir des capacités de coopération qui vont leur permettre d'innover dans des directions qui n'étaient évidemment pas forcément, même généralement pas simplement, en tout cas, celles qui étaient requises par les programmes spatiaux ou par les programmes militaires. Et donc, je veux bien croire qu'il y a eu des gens qui ont fait des innovations majeures dans leur garage en Silicon Valley, mais la Silicon Valley n'aurait jamais existé sans les grands programmes fédéraux américains. Et ceci ne ressort certainement pas ni du socialisme ni du communisme, mais bel et bien d'une compréhension tout à fait puissante de ce que sont véritablement les mécanismes de marché. Donc ça, c'est pour la politique industrielle. Il va de soi que la politique de la concurrence s'inscrit dans le même contexte. Pendant longtemps, on a dit plus de politique industrielle. La seule politique industrielle, c'est la politique de la concurrence. Mais la politique de la concurrence, dans l'esprit des académiques qui en parlent, c'était de dire la politique de la concurrence, c'est là pour instaurer la plus grande flexibilité possible des marchés. La réponse est non. Et la politique de la concurrence, c'est un peu plus complexe que ça. C'est qu'elle doit essayer de faire le partage entre les bonnes imperfections de marché, les bonnes collusions, et les mauvaises imperfections de marché, les mauvaises collusions.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin d'une politique de la concurrence et qu'elle ne sera jamais éteinte. Parce que sinon on pourrait imaginer qu'un jour on a établi des règles telles qu'il n'y a plus besoin d'avoir d'autorité de la concurrence et qu'on est dans des marchés parfaits. Ben non, on est toujours dans des marchés imparfaits. Et l'objet de la politique de la concurrence, c'est de faire le partage que j'ai indiqué. Et donc son objectif, c'est de valider certaines pratiques et d'en interdire d'autres parce qu'elles sont défavorables, certes aux consommateurs, mais probablement aussi à la capacité d'innover. Mais ça ne veut pas dire que je dois tuer n'importe quel monopole qui se forme, n'importe quel oligopole qui se forme, n'importe quelle forme de collusion qui est mise en place. C'est beaucoup plus fin que ça. Et par parenthèse, ça suppose que les autorités de la concurrence utilisent les compétences des juristes, mais aussi les compétences des économistes pour savoir quelles sont les réalités des forces de marché et la façon de faire en sorte que ces marchés fonctionnent correctement. Ensuite, il y a effectivement les politiques concernant les marchés de travail. Alors là, je serai assez bref, hein, puisque en fait, j'ai déjà largement abordé le sujet, mais la flexibilité sur le marché du travail n'est en aucune manière une solution. Et d'ailleurs, et donc, une vraie politique du marché du travail, c'est celle qui préserve l'existence là aussi d'entente entre employeurs et employés, l'existence qu'on appelait autrefois des marchés internes de travail. Et un des magnifiques exemples, c'est quand même l'Allemagne. Parce que les fameuses réformes Hartz ne se sont pas appliquées du tout au cœur de l'industrie allemande, à son cœur qui lui assure la croissance et l'exportation. Ça s'est appliqué essentiellement aux services non délocalisables. Et donc, les fameuses réformes structurelles allemandes, elles ont surtout produit du dualisme du marché du travail, ce qui est quand même assez gravissime, et elles ont produit un affaiblissement de la demande interne. Mais elles ne sont en aucune manière la source de la compétitivité de l'industrie allemande, parce que précisément, dans le cœur de l'industrie allemande, on n'a pas dérogé ni à la cogestion, et donc à des définitions conjointes entre les représentants des salariés et les représentants des actionnaires, de la stratégie d'entreprise. Il faut savoir que la cogestion, ça veut dire que les décisions stratégiques, elles sont présentées et avalisées par le conseil de surveillance. Donc on a un mode de gouvernance qui a strictement rien à voir avec une parfaite flexibilité des marchés du travail et le fait que je pourrais licencier à volonté les personnes. J'ajoute d'ailleurs que dans le cas français, on a un petit problème, c'est-à-dire que, évidemment, compte tenu de notre volonté à la fois de maintenir un système de protection sociale et donc de favoriser des formes d'embauche, pendant 35 ans, on a abaissé les charges sociales sur les emplois non qualifiés, ce qui peut avoir certains effets positifs, mais qui veut dire qu'on a incité les entreprises à ne pas innover, puisqu'au fond, elles pouvaient continuer à exister moyennant des formes directes ou indirectes de subventions avec des emplois non qualifiés. Et donc, ce type de mesure, qui s'inscrit parfaitement dans un monde qui ne peut pas être idéal, est producteur de dualisme du marché du travail et qui est parfaitement inefficace pour l'innovation. Ensuite, il y a la question de la politique bancaire. C'est-à-dire, quelle est l'organisation financière que l'on doit mettre en place? Eh bien, là, évidemment, je suis très enclin à dire que, puisque ce qui est requis, c'est un engagement financier long, il est probablement très important de revenir à une séparation entre les activités bancaires classiques, ce qu'on aujourd'hui appelle les activités de la banque de relations, et les activités de marché, c'est-à-dire les activités de la banque à l'acte. Si j'entends par banque de relations celle qui précisément maintient, développe des relations de long terme avec les entreprises qu'elle est amenée à financer. On sait, c'est un travail récent sur lequel Jean-Paul avait attiré mon attention, que la banque de relations, le coût est plus élevé, mais c'est largement compensé par le fait qu'elle est présente dans les situations de récession, dans les situations où les entreprises sont en difficulté de liquidité. Et ce n'est pas simplement les situations de récession au sens classique, c'est les situations dans lesquelles l'innovation amène les entreprises à affronter des problèmes de financement, certes temporaires, mais néanmoins aigus.
Et donc, je pense que l'un des aspects de la politique globale qui doit être menée, c'est effectivement de revenir à une forme de séparation au sein des activités bancaires, entre les activités de crédit, disons, et les activités de marché. D'autant que, mais ça vous savez mieux que moi en étant orléanais et des élèves de Jean-Paul Paulin, que les activités de marché, ce sont bien elles qui ont créé les risques systémiques avec toutes les situations globales que ceci implique. Le dernier élément que je voudrais mentionner, alors là peut-être on va un peu dériver, au moins partiellement, c'est la politique fiscale. Et là je vais revenir sur un terrain moins schumpeterien et plus keynésien. Alors d'abord, non, une chose, c'est que je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas ignorer, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la question de la compétitivité prix immédiate, et que le basculement des charges sociales, des cotisations patronales vers la TVA me paraît quelque chose de tout à fait raisonnable. On voit d'ailleurs aujourd'hui que finalement ceux qui étaient complètement opposés le font. Le problème c'est qu'ils le font un peu à reculons, en nous expliquant d'autres choses. Et puis je ne suis pas sûr que le crédit d'impôt compétitivité emploi soit tout à fait justifié quand on sait que ce sont des entreprises comme Carrefour qui en bénéficient le plus alors qu'elles ne sont pas du tout concernées par le problème de redressement productif. Enfin, pas concernées au sens où je l'ai dit tout à l'heure. Donc je crois qu'il y a là aussi des éléments, je dirais, immédiats qui posent un tas de problèmes, hein, parce qu'on sait très bien que c'est une modification du mode de financement de la sécurité sociale qui par rapport aux objectifs et aux enjeux qui avaient été créés après 1945. Mais je pense qu'on ne peut pas y échapper, ça serait un tort d'imaginer ça. Mais seulement, ce n'est pas non plus, comme je l'ai dit, la restauration d'une compétitivité prix, c'est une solution à court terme. Et donc la fiscalité, dans ce sens-là, ne sera pas une solution. Alors c'est là que je ne peux pas m'empêcher d'aller vers autre chose. Je suis quelqu'un de très éclectique, hein, je m'intéresse à beaucoup de choses, et notamment aux inégalités. Et alors même si ça ne concerne pas directement la France, je crois quand même qu'il y a un problème fondamental. C'est que l'un des aspects de la crise, sur quoi tout le monde est à peu près d'accord, c'est que cette crise a comme fondement, notamment dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis en premier lieu, le creusement des inégalités. Et ce creusement des inégalités, qui veut dire quand même, il est énorme hein, aux États-Unis. Hein. Vous avez, certains d'entre vous ont récupéré l'ouvrage de Thomas Piketty. C'est lui, avec quelques autres, Emmanuel Saez en particulier, qui ont fait des études statistiques montrant que 1% des ménages américains les plus riches, qui captaient il y a 30 ans 8% du revenu annuel, en captent aujourd'hui 25 ou 26%. Donc c'est considérable. En France, c'est passé de 6-7% à 10%. Donc c'est pas tout à fait, et c'est très récent. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la demande potentielle a chuté. Alors ça a été masqué par le crédit, hein, et comme les ménages sont avérés insolvables, évidemment, tout ça s'est effondré. C'est quelle est la cause du creusement des inégalités ? Moi, je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas le fait qu'il y a un progrès technique biaisé, même si ça peut participer. C'est tout simplement parce qu'on a changé la fiscalité. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on est passé d'un taux marginal de 90% à moins de 40%. Et donc, les fortunes qui ont pu s'accumuler, notamment du côté de la finance, et qui ont alimenté des dépenses essentiellement improductives, pour le coup, c'est-à-dire qu'on fait grimper les prix de l'immobilier, qui ont fait grimper le prix des biens de luxe, qui ont fait grimper la valeur des titres pendant un temps. Ces dépenses improductives sont la conséquence de la structure fiscale. Donc quand on parle du redressement productif, il faut regarder du côté des entreprises, c'est absolument clair, c'est ce que j'ai essayé de vous dire la majeure partie du temps cette fois-ci, comment est-ce qu'ils reconstituent une offre compétitive à long terme, mais il faut qu'en face, il y ait une demande pour des biens qui sont des biens industriels, c'est-à-dire des biens qui sont fabriqués en quantité suffisante, avec des effets de volume, des effets d'échelle, et cette demande est aujourd'hui, malheureusement, a subi des distorsions très importantes du fait des diminutions des inégalités, du creusement des inégalités de revenus. Alors je sais bien que ça ne concerne pas la France, pas encore, ça concerne l'Europe quand même, et donc on a véritablement un problème. C'est probablement d'ailleurs la raison pour laquelle, si je me souviens bien, dans son livre, là, Thomas Piketty propose un impôt mondial sur le capital, ce qui est évidemment une vue de l'esprit, mais qui veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a un problème de concurrence fiscale et qu'au moins à l'échelle européenne, c'est une question qu'il va falloir résoudre.
Alors je me suis un petit peu, dans ce dernier commentaire, un peu séparé de ce qui faisait vraiment l'objectif de cette présentation, de cette conférence. Et donc je vous remercie de m'avoir écouté.